Sommes-nous seuls dans l'univers? Ce film vous propose d'extraordinaires images que nombreux partisans considèrent comme des preuves très sérieuses des visites sur Terre d'une civilisation extraterrestre. La quasi-totalité de ces images est inédite à la télévision. Nous devons vous avertir, si les images et les témoignages qui suivent sont vrais, il s'agit peut-être de la plus importante découverte de notre époque. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. When I first got to look inside the craft, all I can say it's an ominous feeling. Right now there's physical proof, actual crafts and technology from another world. That's probably the most important event in history. Dans le programme qui suit, nous vous proposerons d'examiner les arguments et théories controversées laissant à penser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Si ces théories s'avèrent vérifiées, leurs implications sont stupéfiantes. Ces derniers temps, on a rapporté plus d'observations d'OVNI que jamais auparavant. Durant des siècles, ces engins sont demeurés un mystère jusqu'à maintenant. Les images que vous allez voir forment une saisissante narration qui éclaire la plus grande énigme de notre siècle. Sommes-nous vraiment seuls? Au cours de la décennie passée, plus de 15 millions de personnes auraient, semble-t-il, vu des engins extraterrestres. Le plus remarquable, c'est que la science contemporaine a ignoré des éléments qui, depuis des milliers d'années, sont observables. Récemment, à Mexico City, des millions de spectateurs ébahis virent des engins en vol stationnaire au-dessus de leur ville durant plusieurs heures. C'est l'observation d'OVNI la plus massive de l'histoire. Les officiels mexicains durent même tenir des conférences de presse demandant au public de rester calme. Le plus étonnant, c'est que ces apparitions continuent à se produire aujourd'hui même. Au cours d'un des entretiens peut-être les plus révélateurs de notre époque, le physicien nucléaire Bob Lazar parle en toute franchise de son travail top secret à l'établissement gouvernemental de recherche sur les soucoupes, plus connu sous le nom de Zone S4. En 1989, il fut engagé par les militaires pour reproduire le système de propulsion d'un engin extraterrestre. Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelqu'un les construise, et donc les extraterrestres devraient exister. Et puisqu'ils existent et que ces engins sont là, il doit bien y avoir une sorte d'usine, et toute une civilisation quelque part. Et si cela est en effet vrai, et apparemment ça l'est, il doit y en avoir d'autres. Les cas de contact sont rares, c'est le type le plus rare d'observation d'OVNI. Dans ces affaires, un vaisseau ou plusieurs sont observés à répétition par un seul témoin durant une longue période de temps. Au cours des dernières années, un habitant de Miami nommé Audrey Haim se trouva au centre d'une affaire considérée comme le cas de contact le plus documenté de toute l'histoire. Au départ, les apparitions commencèrent à se produire à quelque distance de son domicile, mais peu de temps après, l'engin se mit à apparaître au-dessus de sa cour intérieure. Cet étonnant film vidéo présente un disque brillant d'environ 3 mètres de diamètre en vol stationnaire à quelques mètres de sa maison. En un clin d'œil, l'engin disparut. Lorsqu'on passe le film au ralenti, on peut voir clairement l'engin se dématérialiser image par image. L'affaire de contact de Audrey Haim se déroula sur plusieurs années, mais ne fut jamais signalée aux autorités par peur du ridicule ou des représailles. Parmi les plus nombreuses heures d'images réalisées, cette observation demeure l'une des plus spectaculaires. Cela commença le 20 octobre 1995 à 22h03 et dura plus de 50 minutes. La rencontre se termina quand Audrey Haim suivit l'engin à toute allure sur l'autoroute. Là, nous voyons l'engin quelques minutes après son apparition. Ce film extraordinaire n'a jamais été diffusé et nous vous le présentons pour la première fois. Nous pouvons clairement voir l'engin stationnant en silence au-dessus des maisons. On parle généralement de ces grands engins comme de vaisseaux éclaireurs et, dans certaines affaires, comme de vaisseaux mers. Leur réputation vient de leur dimension, que les témoins ont qualifiée d'immense et d'une douce lumière brillante émise lors des manœuvres de l'appareil. Après environ 38 minutes d'observation, l'engin, toujours en vol stationnaire, commença à s'éloigner de la maison. Audrey suivit l'engin dans sa voiture et s'arrêta le long de l'autoroute pour le filmer en train de stationner près d'un immeuble d'habitation.
Quelques minutes plus tard, l'engin vola directement au-dessus de l'aéroport international de Miami qu'il survola brièvement. Puis il se dirigea vers une zone résidentielle et accéléra jusqu'à être hors de vue. L'engin émergeait alors d'un champ boisé, il était stationnaire, mais peu de temps après, il se mit à accélérer de nouveau. Alors qu'il atteignait une allure supérieure à 80 km/h, il disparut à nouveau. Ce passage au ralenti montre clairement l'engin se déplaçant à grande vitesse le long de la côte. Aujourd'hui encore, Audrey Haim prétend continuer à assister à de telles apparitions. Lorsqu'ils entendent le mot ovni, la plupart des gens pensent à une soucoupe volante classique ou à un engin en forme de disque. Mais ce que vous êtes sur le point de voir, c'est une étonnante série d'objets volants non identifiés ne correspondant pas à la description typique d'un vaisseau extraterrestre. En raison de leur dimension, on pense que ces premiers engins sont dénués d'équipage. On en parle comme de sondes, car ils semblent surveiller attentivement nos activités. La sonde de forme cylindrique fut filmée en vidéo à la sortie de Las Vegas dans le Nevada, où elle stationna dans l'atmosphère durant plus de 4 heures. Le jour suivant, la sonde revint et elle fut filmée en vidéo alors qu'elle examinait les lignes électriques. Des témoins oculaires décrivirent cette sonde comme ayant son propre projecteur. Elle stationna au-dessus de la même zone résidentielle de Floride durant plus de 3 jours. Un objet similaire fut filmé en vidéo dans le ciel de la ville de Kobe, au Japon. Ce film spectaculaire fut pris à Londres. Après que le disque brillant eut stationné, il atterrit dans un parking et une sonde en sortit. Après la disparition du disque, on peut voir la sonde se diriger dans une autre direction. Ce film, jamais vu auparavant, montre une sonde explorant le littoral de la Floride. À l'évidence, nous pouvons remarquer qu'elle semble être l'objet d'un contrôle intelligent. Les 2 parties de l'engin tournent sur elles-mêmes, tandis qu'il fait face au photographe. Et voici une autre apparition liée à l'eau. Cet engin de forme étrange descend lentement jusqu'à la surface de l'eau, y fait une légère pause, puis remonte lentement et s'en va. Voici un autre ovni en forme de sonde se déplaçant dans le ciel nocturne de la Floride. Ces images furent prises depuis la voiture du photographe alors qu'il tentait de rester en contact avec l'objet. Cette cassette vidéo montrant 2 ovnis similaires fit les gros titres du monde entier. Des témoins oculaires assistèrent médusés aux manœuvres acrobatiques de cet engin qui alla même jusqu'à esquiver un avion qui s'approchait. Des engins en forme de cigare furent pour la première fois observés en Allemagne en 1561. Depuis lors, ils sont fréquemment présents dans les rapports d'apparition d'ovnis. Cet engin en forme de cigare fut saisi sur pellicule alors qu'il stationnait au-dessus de Rhode Island en 1967. Un ovni similaire de forme allongée fut filmé en vidéo en 1980 dans le ciel de la ville de Hagen en Allemagne. Ces images d'un ovni en forme de cigare furent prises en Californie. Cet ovni fut photographié dans l'orbite de la Terre. Des foules s'assemblèrent à Krasnodar, en Russie, pour admirer cet ovni lumineux en forme de cigare. Ces images sidérantes furent par la suite diffusées sur la télévision soviétique et forment des preuves solides. Aucune autre émission dans toute l'histoire n'a réuni un tel ensemble d'images fascinantes. Nous ferons appel à l'analyse informatique, à l'amélioration optique et au témoignage des experts afin de mettre la vérité à jour. Mais tout d'abord, quand commencèrent ces apparitions? Les éléments en notre possession nous laissent à penser que l'humanité est visitée depuis l'aube des temps. Récemment, des chercheurs ont signalé un événement indéniable qui déclencha la plus grande vague d'observation de l'histoire, à savoir l'explosion de la bombe atomique. Inconsciemment, nous avons envoyé une invitation à l'univers, signalant que nous étions une civilisation évoluée. L'Air Force s'est livré à une analyse officielle des motivations d'éventuels visiteurs venant de l'espace. Voici une citation du rapport officiel. L'accident de Roswell prit les militaires au dépourvu. Par peur d'une panique générale du public, le gouvernement entama le plus grand travail d'occultation de l'histoire. Leur objectif était double. Primo, faire des recherches sur les visiteurs extraterrestres et leurs engins, et secondo, détourner l'attention du public du sujet des ovnis. En réponse au crash de Roswell, le président d'alors, Harry Truman, créa une équipe spéciale d'enquêteurs composée de 12 personnages triés sur le volet, scientifiques et officiers de l'armée, devant prendre en main la situation. Connus sous l'appellation confidentielle de Majestic 12 ou MJ-12, les ordres de cette commission étaient de faire des recherches sur le phénomène ovni tout en le soustrayant aux yeux du public.
Récemment, des actions judiciaires de nature privée, ainsi que le décret pour la liberté de l'information, permirent la mise en circulation de nombreux documents top secrets émanant de cette sphère. Ces papiers décrivent également de manière claire diverses opérations de récupération de véhicules extraterrestres, ainsi que diverses observations dues à des civils. Même des rencontres extraterrestres d'apparence insignifiante furent étudiées dans le détail et traitées comme des questions relevant de la sécurité nationale. Au terme de l'enquête préliminaire du MJ-12, le général Nathan Twining fit circuler une note top secrète relatant leur découverte. La note affirme que le phénomène est bien réel et n'a rien à voir avec des visions ou avec la fiction. Il y a des objets ayant à peu près la forme d'un disque qui semblent aussi volumineux que les avions créés par l'homme, bien que ces objets soient de forme circulaire ou elliptique, avec un fond plat, surmonté d'un dôme à l'extrémité supérieure et ne faisant pas de bruit. Dans ce rapport, le général décrit les engins extraterrestres comme étant susceptibles de manœuvres extrêmes et enclins à la fuite lorsqu'aperçus ou contactés par des avions. Au début des années 50, le public était pleinement conscient de la croissance du phénomène OVNI. Comme le nombre d'apparitions augmentait, le gouvernement se livra à plus de recherches. Les engins extraterrestres représentaient un avantage technologique. Et si le gouvernement voulait maintenir la sécurité nationale, il devait contrôler la situation. Mais le nombre d'apparitions rendit cette tâche impossible. Le public voulait une explication. Il y a un certain pourcentage de ces rapports qui ont été écrits par des observateurs fiables de choses relativement incroyables. C'est ce groupe d'observation qu'aujourd'hui nous tentons d'éclaircir. Ce furent des apparitions comme celle-ci, photographiées dans le Kentucky, qui rendirent la situation impossible à gérer. Les militaires n'avaient pas d'autre choix que de tenter de fournir une explication aux apparitions d'OVNI. Des photos comme celle-ci alimentaient l'intérêt du public. Il s'agit d'une série de clichés d'un engin en forme de disque survolant la côte de l'île de Trinidad. Ces images furent prises par un photographe officiel de la marine brésilienne qui se trouvait à bord du navire-école Almirante Saldanha. Après que les analyses officielles eurent démontré que l'engin faisait 36 mètres de diamètre, le président du Brésil présenta les photos lors d'une conférence de presse. Au début des années 50, un nombre record d'apparitions furent signalées. L'Air Force pouvait difficilement répondre à l'énorme quantité d'appels qu'elle recevait. Si le gouvernement voulait maintenir le secret, il devait collecter ses propres informations, des informations de première main. Le premier projet de dépistage d'OVNI débuta en Alaska. L'Air Force installa des caméras sophistiquées et des engins de détection à bord d'avions de reconnaissance spécialisés afin d'accumuler les meilleures informations possibles sur les OVNI. Le projet fut confié au lieutenant-colonel Wendell Stevens. Je me souviens d'un rapport au sujet d'un objet aperçu derrière le bord de fuite de la grande aile, et devant l'aile plus petite, dans cette position à découvert, et qui resta là 2 ou 3 minutes. Et de toutes ces images qui furent prises par des caméras de cinéma et d'autres portables, sans parler de celles prises par des appareils Fairchild de 8 sur 10. Toutes les données qui étaient enregistrées par ce dispositif spécial, les cartouches, les cassettes, rouleaux de pellicule, tout, après une mission concernant une observation, tout était retiré des boîtes et des installations, puis stocké dans une boîte en métal, reliée par une chaîne au poignet d'un officier, et s'envolait pour Washington la nuit même. Et cela se produisait à une fréquence de 3 ou 4 fois par mois, durant toute l'année et demie que j'ai passé à faire ce boulot en Alaska. En dépit des efforts soutenus des militaires pour distraire l'attention du public, le phénomène OVNI devait bientôt occuper le milieu de la scène. Les extraterrestres firent leur début sur la scène mondiale et le public fut soumis à ce qui semblait être une interminable vague de films sur les extraterrestres. Bien des gens se demandèrent pourquoi les ovnis ne s'étaient pas fait connaître en rasant la capitale du pays comme on le voyait dans les films. Même le président Jimmy Carter eut sa propre rencontre extraterrestre. Alors qu'il était gouverneur de la Géorgie, il remplit ses 7 pages de rapport OVNI où il affirme avoir observé un objet brillant en vol stationnaire durant une 12aine de minutes dans le ciel de la Géorgie. Le rapport fut personnellement signé par Carter lui-même. Filmant à bord d'un avion commercial de la British Airways, l'équipage put capturer sur pellicule cet ovni lumineux manœuvrant aux côtés du Concorde. Cet engin en forme de dôme fut filmé par une équipe de télévision néo-zélandaise le 2 janvier 1979. Nous pouvons clairement voir l'engin d'en haut. Le disque semble tournoyer tout en émettant une brillance bleue.
un engin identique fut photographié en 1952 par un journaliste brésilien de Rio de Janeiro. Là, nous voyons ce dôme visible sous deux angles différents et le côté essaim de grands hublots. Cette apparition fut filmée depuis le parking du Rio Casino Hotel à Las Vegas, Nevada. Lorsqu'on analyse les images, on peut voir que c'est un engin en forme de disque avec un dôme à son sommet, ainsi qu'une série de hublots faisant le tour de l'engin. En 1991, cette pellicule fit les gros titres du monde entier. Ces deux disques furent pris en vidéo dans un quartier de banlieue juste à la sortie d'Ottawa dans le Canada. Les deux ovnis atterrirent comme s'il s'agissait d'un spectacle préparé à l'avance. Cette image devint connue sous le nom d'observation du gardien. En 1991, des témoins oculaires hurlaient tandis qu'un photographe prenait cette image au large de Manhattan Island alors qu'un disque sortait du fleuve et s'envolait. Cet engin fut photographié émergeant de l'eau en Australie alors qu'il s'arrimait à un engin sombre et plus petit. Cet ovni fut observé à Denver, dans le Colorado. Des témoins le contemplèrent depuis l'arrière-cour d'un voisin. Au milieu des années 90, des témoins oculaires effrayés filmèrent ces engins alors qu'ils stationnaient en silence dans le ciel nocturne. Au cours des mois qui suivirent, des engins similaires furent pris en vidéo dans 3 continents différents. Il est rare que des apparitions de ce genre obtiennent beaucoup d'attention nationale, mais le discours du président Ronald Reagan aux étudiants de Falstone High School devait bientôt changer tout cela. Suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Suite au discours du président Reagan, le public se remit à poser des questions. La période de la guerre froide a créé une industrie de la défense exclusivement basée sur la haute technologie. Tandis que les bombardiers furtifs quittaient les chaînes de montage, des rumeurs surgirent d'après lesquelles les militaires faisaient des vols d'essai avec un engin extraterrestre récupéré dans une base secrète du gouvernement connue sous le nom de Zone 51. Aujourd'hui, Bob Lazar, physicien nucléaire et ancien employé du gouvernement, brise le silence. Dans cet extraordinaire entretien, il parle de son travail confidentiel à l'établissement militaire et top secret de recherche sur les soucoupes volantes, connu sous le nom de S4. Bob Lazar est un physicien nucléaire spécialisé dans les systèmes de propulsion de pointe. En 1989, les militaires l'engagèrent pour reproduire le système de propulsion d'un engin extraterrestre. Lazar travaillait dans ce qui est sans doute le plus top secret des centres de recherche du monde entier, le S4. Il n'y a absolument aucun engin extraterrestre, aucune technologie extraterrestre, rien de tout cela dans la zone 51. C'est pourquoi S4 fut construit à part pour bien marquer la séparation. Les gens de la zone 51 n'y ont pas accès. D'après Lazar, les militaires n'ont pas testé d'engins extraterrestres en vol dans la zone 51. Il semblerait plutôt que les disques que beaucoup photographièrent ou filmèrent soient en fait sortis de S4, quelques kilomètres plus loin. L'établissement S4 est une zone juste au large de Papoose Lake Bed, qui est le lit d'un lac asséché. Il se compose de 9 hangars. Ces hangars possèdent des portes inclinées, recouvertes d'une peinture rugueuse couleur sable. À l'époque où je travaillais là-bas, il y avait à l'aéroport international McCarran de Las Vegas un bâtiment réservé aux projets spéciaux de la société EG&G. Lorsqu'on me disait d'aller travailler, je conduisais jusque là-bas, j'y garais ma voiture, prenais un avion à l'aéroport, volais jusqu'à Groom Lake, puis débarquais et attendais un bus. Et le bus m'amenait directement à S4. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillons depuis des années. Et les gens avaient dû l'apercevoir durant les périodes d'essai, et ainsi de suite dans le même registre. Et il ne m'est pas arrivé de penser, bien qu'étant en train de regarder un objet extraterrestre, que ça n'avait pas été fabriqué par l'homme. Là-bas, je donnais des surnoms à tout.
Le modèle sur lequel je travaillais était d'apparence assez lisse et je l'avais surnommé le modèle de sport. Il y avait celui qui ressemblait à un moule à gelée, celui qui ressemblait à un chapeau haute forme. Il y avait aussi un disque qui était replié sur le côté, et il y avait un grand trou provoqué par un projectile, avec le métal plié vers l'extérieur. Je ne peux que supposer qu'il faisait des expériences pour voir si des projectiles pouvaient le pénétrer. Des engins extraterrestres comme celui que Bob Lazar étudia ont déjà été observés un peu partout dans le monde, mais avant que Lazar n'entre dans le disque, il pensait qu'il s'agissait d'une élaboration humaine. Je crois que j'ai dû comprendre lorsque je suis entré dedans, que j'ai regardé autour de moi, et que j'ai commencé à saisir comment fonctionnait l'engin, et que pour finir, j'ai eu une idée d'ensemble du projet. J'ai compris aussi ce que nous faisions. Nous ne fabriquions pas cet engin, nous tentions de comprendre comment il était fait. Nous tentions de le reproduire. La première fois que je suis allé voir à l'intérieur de l'engin, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai éprouvé un sentiment de crainte. Vous marchez là-dedans et vous vous sentez comme si vous n'aviez pas à être là. Je sais que ça a l'air un peu bateau, mais c'est vraiment un sentiment de crainte. Ce n'est pas une sensation excitante. Ça soulève tout un tas de questions dans votre esprit. Je n'ai assisté officiellement qu'une seule fois, à peu de distance, à un vol d'essai. J'étais justement à l'intérieur du hangar. L'engin quitta le sol, pratiquement sans aucun bruit, à l'exception d'une petite effluve électrique au bas de l'engin, indiquant la présence de haute tension. Cela se dissipa à une hauteur d'environ 9 mètres. Et c'est resté là complètement silencieux, et ça se déplaçait à gauche, à droite, et revenait à terre. Voilà quel était le test. C'était vraiment un exploit scientifique que de faire s'élever quelque chose en silence, de l'avoir sous contrôle et de réaliser des manœuvres comme ça. Au fin fond du bâtiment secret d'essai, Lazar apprit comment fonctionnaient ces engins par l'étude de leur système de propulsion. J'ai dû me mettre la tête en bas afin de pouvoir voir le niveau inférieur où se trouvaient 3 grands amplificateurs de gravité. Ces appareils avaient l'air de faire environ 60 cm de diamètre, avec un tuyau d'environ 1,20 m, relié par un tuyau plus petit au niveau supérieur. Ils pouvaient être indépendamment positionnés. Et c'est cela qui émettait les ondes gravitationnelles, propulsant l'engin. Ils employaient un générateur de gravité pour que l'engin quitte le sol. Et d'une manière opposée à celle que nous utilisons pour un avion. Une fois que c'est dans l'air, nous considérons qu'une poussée ou une autre force venant de l'arrière va le précipiter vers l'avant. Les engins fonctionnaient d'une manière totalement contraire à ce principe. Ce qu'ils faisaient, une fois en stationnement dans les airs, c'est suspendre la gravité, les 2 générateurs de gravité qui restaient juste en face créant une distorsion, généralement une pente, et l'engin descendait la pente durant une éternité. Comme on le voit ici, ces engins ne volent pas toujours de façon similaire. Ils ont été vus et photographiés alors qu'ils volaient dans des positions radicalement différentes. Lazar nous explique pourquoi. Il y a ce qu'ils appellent la configuration Omicron, où l'engin n'utilise qu'un seul générateur, et ce qu'ils nomment configuration Delta, où il emploie les 3. La configuration Delta servirait pour le voyage spatial. En général, l'engin était censé se pencher sur l'un de ses côtés, faire converger les 3 générateurs de gravité sur un point unique, et se mouvoir dans l'espace de cette manière. Ça crée toujours une petite distorsion. C'est pourquoi ils ont l'air d'avoir un comportement loufoque lorsqu'ils volent ça et là à faible allure. La gravité peut varier peu ou prou et vous aurez d'étranges mouvements de l'engin. Et ainsi, le mode faible vitesse est en grande partie assez instable. Lazar fut également capable d'éclaircir l'un des phénomènes qui très souvent accompagnent de nombreuses apparitions. Et si vous alliez voir l'un de ces engins manœuvrant la nuit, cela vous semblerait vraiment comme étant une boule brillante, ou alors juste comme une vive lumière dans le ciel située à une certaine distance. Même de près, vous verriez un halo brillant autour de lui. Nous parlons d'une puissante source d'énergie, se déplaçant dans ce qui est principalement une atmosphère gazeuse, oxygène et nitrogène. Et lorsque vous appliquez assez d'énergie à des molécules de gaz, elles émettent des photons, de la lumière. Alors, vu de l'extérieur, je sais bien qu'on peut se demander, mais comment ont-ils pu garder secret quelque chose de cette nature? C'est un crime contre la science, c'est un crime contre le peuple. Mais vous savez, vos idées changent dès que vous êtes dans le coup. Avant d'être à S4, j'étais plus ou moins l'un de ces types qui pensent que toutes ces histoires de conspiration gouvernementale, de maniaques d'ovnis et autres, relevaient de la pure aliénation.
Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelqu'un les construise, et donc il doit bien y avoir des extraterrestres. Et s'il y en a et que les engins sont là, il doit bien y avoir une sorte d'usine, et toute une civilisation quelque part. Et si en effet cela est vrai, et apparemment c'est le cas, il doit y en avoir plusieurs. L'un des aspects les moins connus du phénomène OVNI est peut-être le plus frappant. Grâce à la sophistication de l'actuelle technologie informatique et à ses effets spéciaux, il est possible de truquer une photo ou de modifier un enregistrement vidéo. Mais cette technologie moderne n'a pas toujours existé. Nous avons découvert de nouvelles preuves renversantes, laissant à penser que l'humanité est visitée depuis le début de l'histoire connue. Voici sur humaine. Les Sumériens demeurèrent un mystère, si ce n'est que les vestiges de leur culture antique continuent à émerger de nos jours et que ce qui nous reste d'eux révèle des contacts avec des extraterrestres. Un crop circle récemment découvert en Angleterre représente deux mondes en contact au-dessus du symbole sumérien, qu'on pourrait traduire par les nobles et leurs navires stellaires volants. Comme on le voit sur ces images, la plupart de ces crop circles coïncident avec des apparitions d'OVNI. En 1975, la première affaire de contact avec documents à l'appui eut lieu en Suisse. Un fermier nommé Billy Meyer fit les gros titres de la presse internationale en prenant des centaines de clichés et en filmant 20 minutes de ce que certains considérèrent comme le meilleur film d'OVNI au monde. Edward Billy Meyer est le témoin oculaire de l'une des affaires OVNI les plus célèbres et les plus controversées de l'histoire. Il captiva l'attention du monde entier en racontant au public ses rencontres extraterrestres. En dépit de la clarté de ses photos et de ses films, il demeure controversé du fait qu'il prétend être rentré en contact avec les visiteurs extraterrestres. Le 28 janvier 1975, il eut sa première apparition dans la campagne suisse de Hinwell. D'après Billy, il entendit un vrombissement dans le ciel. Il leva la tête et vit un engin en forme de disque argenté qui descendait dans sa direction. Il put prendre quelques clichés avec son appareil. Un mois plus tard, le 8 mars 1975, Billy photographia ce vaisseau se déplaçant le long des arbres. C'est l'une des premières photos d'OVNI qui ait été analysée par agrandissement optique informatique. Un laboratoire indépendant confirma que les clichés n'avaient pas été truqués et devaient être tenus pour authentiques. Le 29 mars 1976 avait lieu l'apparition d'un nouveau disque. Meyer devait plus tard en parler comme d'une variante dotée d'une sorte de proue. Peu après, Billy put recueillir au cours de l'une de ses rencontres des échantillons de métal. Ces photos d'échantillons métalliques prises à l'aide d'un microscope électronique faisaient partie d'un ensemble de tests réalisés aux États-Unis. Deux laboratoires confirmèrent indépendamment que la combinaison des métaux avait été réalisée de manière très complexe, par fusion à froid, et que cela ne pouvait avoir été fait ici sur Terre. Peu après le début des rencontres de Billy, ce dernier s'équipa de sa caméra 8 mm et filma plusieurs scènes étonnantes d'un engin en vol stationnaire. Peut-être que l'élément le plus frappant de l'affaire Meyer est cet extrait de film où l'on voit un disque métallique stationné au-dessus d'une route en contrebas. Sur cette séquence prise à la lumière du jour, nous pouvons clairement observer le gracieux déplacement du disque métallique, tandis que deux voitures différentes roulent juste au-dessus de lui. Cependant, malgré les efforts de Meyer et les preuves matérielles convaincantes, les sceptiques affirmèrent que photos et films étaient trop beaux pour être vrais. Le 4 avril 1978, les contacts cessèrent. Billy déclara avoir assisté à un total de 105 apparitions au cours des 3 années écoulées. Comme nous venons de le voir, il est possible pour un individu de vivre plusieurs rencontres extraterrestres. Mais lorsqu'une ville ou tout un pays voit régulièrement des engins extraterrestres, on parle alors d'observation de masse. En 1991, Mexico City et les villes environnantes connurent la plus vaste observation de masse de notre époque. Ce phénomène extraordinaire continue encore de nos jours. Sans aucun avertissement, ils apparaissent. Lors de l'unique conférence de presse tenue sur le sujet, le maire d'Atlisco demanda à ses concitoyens de garder le calme du fait qu'on n'avait pas signalé de blessures ou de dégâts engendrés par un engin extraterrestre. Lors de l'un des instants les plus spectaculaires, ce vidéo-amateur réussit à filmer un disque métallique traversant les nuages, puis s'arrêtant dans l'espace avant de rebrousser chemin. Aucun avion conventionnel ne peut voler de la sorte. Les ovnis furent même présents lors de la célébration du jour de l'indépendance. Une parade militaire et un grand ballet aérien commémoraient l'occasion. Alors que les jets passaient en l'air, un disque métallique apparut brusquement.
Lorsque les jets tentèrent d'intercepter l'engin, celui-ci accéléra, les abandonnant dans son sillage. Au cours de l'heure qui vient de s'écouler, nous vous avons montré des photographies, des extraits de films, des enregistrements vidéo, des dossiers officiels, des témoignages d'experts portant sur l'un des plus grands mystères de notre époque. Les preuves sont accablantes. Des œuvres de l'Antiquité aux observations d'aujourd'hui, l'évidence s'affiche. Mais maintenant, vous êtes les seuls à pouvoir trancher la question. Sommes-nous vraiment seuls ?